Alors donc on va parler ce soir donc de Mishnah. On va faire un premier texte de Mishnah, étude sur texte. Donc la prochaine fois, je pourrai vous donner également des copies du texte. Et comme on l'avait dit lors d'un précédent cours, étude de la Mishnah, qu'est-ce que c'est? Donc rappel bref et rapide de ce que c'est que la Mishnah. Mishnah, ça veut dire étude. On a un terme qui figure dans le Kriyat Shema, le Vishinantam Levanecha. D'accord? Et tu l'enseigneras à tes enfants. Le père a l'obligation d'enseigner la Torah à ses enfants. Vous remarquerez que Veshinantam, ça vient du mot également Sheni, une bonne étude est une étude qui se répète. C'est pas une seule fois, on répète et on répète, alors au moins 2 fois, ce qu'on appelle Mi'oud Rabim Shnaim, le minimum du pluriel c'est 2, mais voilà. Toute étude s'entend dans la répétition où on revient, c'est-à-dire que dans le programme d'étude, il y a ce qu'on appelle la Chazara. On revient dessus. La Chazor, c'est revenir sur quelque chose. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter juste d'étudier et de passer à autre chose. On revient sur ce qu'on a étudié, puis après on avance, histoire de consolider un petit peu ce que on a déjà vu. Donc, on avait expliqué que la Mishnah, c'est effectivement donc les mitzvot de la Torah qui sont donc classés en ce qu'on appelle Shisha Sidre Mishnah, les 6 volumes de Mishnah. On avait donné un signe mnémotechnique qui est Zman Nakat. Zman Nakat, Zain Mem Nun, Nun Kuf Tet, c'est-à-dire le premier Zain, donc la première lettre Zain c'est Zraim, c'est tout ce qui pousse. Tout ce qui pousse, tout ce qui a trait aux bénédictions, aux berachot, tout ce qui est des lois agricoles, etc. Donc le même c'est Moed, c'est tout ce qui est fête, tout ce qui est Shabbat, tout ce qui est Yom Tov, les grands temps, les grandes fêtes, les solennités, d'accord? Ensuite, nous avons donc le Nun, c'est Nashim, tout ce qui concerne les femmes, d'accord? C'est-à-dire toutes les Masertot, toutes les Mishnayot qui concernent les femmes, c'est-à-dire les lois du mariage, les lois du divorce, les lois des Gittin, les lois de la Ketouba, Yevamot également, les lois de Lévira également. Donc Nashim. Ensuite, nous avons Nezikin, les dommages, le droit. Et que tout le droit vient notamment de la Torah, Parashat Mishpatim, mais également ailleurs. Donc Nezikin, ça veut dire, plus que le droit, ça veut dire les dommages. D'accord? Ce sont les lois qui régissent les relations entre les personnes. Nezikin. Ensuite, on a dit Nakat Kouf, c'est Kadashim, tout ce qui est saint, tout ce qui est sacré, qui n'a plus tellement cours aujourd'hui en l'absence du Beth Amikdash, en l'absence du temple, d'accord? Et enfin le Tet, Nakat, Taharot, tout ce qui est pur, pureté, impureté, certaines lois donc, concernant donc, les puretés, l'impureté, ça aussi ce sont des notions qui sont aujourd'hui un peu dépassées, j'allais dire, puisque on ne parle plus véritablement de pureté et d'impureté, nous sommes tous réputés impurs. Le seul élément de pureté que nous ayons aujourd'hui, c'est le statut de la femme quand elle va au mikvé. Voilà, elle devient pure alors qu'elle n'était pas pure après donc son cycle. Et donc elle a besoin d'aller au mikvé pour se tromper, et elle a de même. Donc ce sont les seules notions que nous avons concernant la pureté et l'impureté, mais nous sommes tous aujourd'hui considérés comme impurs pour plusieurs raisons. D'accord? On peut toucher un mort, on peut aller dans un cimetière, il suffit de se laver les mains, ça reste symbolique. D'accord? C'est Kiddushin ou c'est encore autre chose? Kadashim. Kadashim. Alors Kadashim, c'est effectivement ça vient du mot Kadosh, mais Kiddushin aussi vient du mot Kadosh. Kiddushin, c'est une des Masertot, un des traités du Talmud qui fait partie de Nashim, des femmes. Ah bon, et qui parle de Kiddushin, c'est comment on consacre. C'est un sous-chapitre. Voilà, exactement. C'est une Mishnah et une Gemara. Il faut savoir qu'à chaque Mishnah correspond une Gemara. La Mishnah va reprendre succinctement toutes les mitzvot, donc, et les classer dans ces 6 volumes, les Shisha Sidre Mishnah, et donc va reprendre chaque mitzvah, chaque commandement de la Torah, et va l'expliquer, mais pas suffisamment, de manière très succincte, il peut y avoir ce qu'on appelle des marloquettes, des discussions, comment est-ce qu'il faut comprendre
La Torah étant très, très concise, comment est-ce qu'il faut comprendre eh bien, l'énoncé de cette mitzvah, l'énoncé de ce commandement, d'accord, qui est commandement assez ou l'autre assez, commandement positif ou commandement négatif. Donc, le travail de la Mishnah est un travail très important, déjà pour isoler les choses. C'est-à-dire qu'on a retiré, si vous voulez, dans la Torah, on l'avait expliqué, il y a deux parties. Il y a la partie histoire, tout ce qui est historique, la Genèse, d'accord, l'histoire de l'humanité, puis l'histoire des Juifs, ce qu'allait devenir l'histoire des Juifs, et l'autre partie, ce sont les mitzvot, les 613 mitzvot de la Torah, d'accord. La Mishnah ne s'intéresse pas à l'histoire, la Mishnah s'intéresse à l'étude des mitzvot, les 613 mitzvot de la Torah. D'accord? Avec des mitzvot qui ont toujours cours aujourd'hui et d'autres qui n'ont plus cours parce que il n'y a pas de Beth Amikdash, notamment, il n'y a pas de Kohen, toutes les lois qui concernent les Kohanim, les lois qui concernent les rois, il n'y a plus de rois aujourd'hui. Donc nous attendons, nous, le rétablissement de ces institutions, donc avec la venue du Messie, pour construire le temple d'abord. Ensuite, d'abord le Messie va se révéler, ensuite le temple va être reconstruit, puis rétablissement des institutions, c'est-à-dire la royauté, le Kohen Gadol, la prêtrise, et les prophètes également. D'accord? Tout ça, aujourd'hui, n'existe plus véritablement. Ça, c'est le Messie qui va ramener tout ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par le début, Berachot. La première des Mishnayot et des Gemarot, c'est celle de Berachot, c'est-à-dire les bénédictions. D'accord? On commence par là, c'est-à-dire ce qui nous occupe a priori dans la journée, donc la vie quotidienne d'un juif est rythmée par des prières et des berachot. C'est ce que la Mishnah et la Gemara Berachot se proposent d'expliquer. Comment on fait, alors non pas une beracha, mais comment on fait par exemple les prières, même la berachot, on va également les voir, mais ça veut dire qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il fallait comprendre que ça s'étudie ou ça se pratique, ça se réalise comme ça et pas autrement. Tout ça fait l'objet de discussions après. Donc, bien évidemment, on ne tire pas de halakha de la Mishnah. Il n'y a pas de halakha qu'on tire de la Mishnah. Il n'y a pas de halakha qu'on tire, même pas de la Gemara. La Gemara, parce qu'elle envisage toutes les éventualités, toutes les hypothèses. La halakha vient après, on l'avait dit le cours inaugural. La halakha, c'est après toutes ces discussions, eh bien, on en tire l'essentiel. Le nectar, et c'est la halakha, donc c'est le Shulchan Aruch qui a tranché finalement la halakha, même si il y a eu un travail préparatoire qui était très intéressant et très important du Rambam, du Maïmonide qui venait un petit peu avant, d'accord, Moyen-Âge. Ensuite, il y a eu le Shulchan Aruch, 16e siècle, qui lui a compilé tout ça, a bien évidemment tenu compte des avis de la Gemara, des avis de ce qu'on appelle les Rishonim, les premiers décisionnaires, et bien sûr du Rambam qui a beaucoup aidé, parce que le Rambam déjà avait classé les choses dans cet ordre-là, et donc aujourd'hui on ne peut tirer la halakha que du Shulchan Aruch et pas d'ailleurs. D'accord? Le Shulchan Aruch est la base, c'est un socle, c'est lui qui détermine. Maintenant, même au sein du Shulchan Aruch, il y a ce qu'on appelle des Haggaot, il y a des variantes, il y a la lecture ashkénaze, la lecture séfarade, d'accord? Sur le fond, tout le monde est d'accord, sur la cacheroute, sur le Shabbat, sur les grandes lois, tout le monde est d'accord. Après, dans la mise en application, ou effectivement des traditions familiales, ou en fonction du pays où on vivait, d'accord, en fonction des communautés, il peut y avoir une application un peu différente. Bon, en tout cas, la Mishnah, donc on n'en est pas là, c'est bien plus général, et la Mishnah Berachot se propose d'expliquer, notamment dans les premiers chapitres, la prière, notamment, puis après, il y a d'autres types de bénédictions que nous verrons, comme les bénédictions qu'on appelle Birkot HaNe'enin, les bénédictions qui concernent le profit, avant de profiter de quelque chose, avant de manger quelque chose, mais avant également de sentir, de respirer quelque chose, du bon odeur notamment, à la vue de quelque chose, ou alors quand on a une expérience, comme par exemple des remerciements, actions de grâce, comme on appelle par exemple la bracha sur le gomel ou autre, d'accord? Mais toute la prière est passée en revue, plus ou moins, les grandes lignes dans la Mishnah de Berachot. Une prière et bénédictions diverses. Donc la première Mishnah de Berachot commence par Me'ematai.
Mehematai, c'est le début de la Mishnah, de la Torah orale. Tout à l'heure, on a cité le passage Veshinantam levanecha vedi barta bam. Donc on dit tous les jours dans le Kriyat Shema. Que ça veut dire Veshinantam levanecha? On a dit tu enseigneras à tes enfants. Vedi barta bam, tu en parleras. Nos maîtres nous font remarquer que bam, c'est les initiales de Bereshit et Mehematai. Bereshit est le premier mot de la Torah écrite. Mehematai est le premier mot de la Torah orale. D'accord? Donc Vedi barta bam, ça veut dire tu enseigneras et la Torah écrite et la Torah, c'est la contraction de Bereshit et Mehematai. Donc, la Mishnah de Berachot propose d'étudier, dans un premier temps, le premier Pérek, le premier chapitre, le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, il faut rappeler ce que c'est. Je ne vais pas vous faire l'affront. Kriyat Shema, c'est donc la fameuse prière du Shema qui a un caractère obligatoire, qui est le seul caractère obligatoire, absolument obligatoire, dans le rite des prières. Quand on parle des prières, on parle d'institutions rabbiniques, on parle effectivement diverses prières qu'il peut y avoir matin, midi ou soir, mais la Torah nous enjoint de réciter le schéma matin et soir. Voilà ce que, et même pas matin et soir, la Torah nous dit Beshorvecha Okumecha, lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. Tout ça c'est bien beau, mais comment, quand réciter le schéma? Alors il faut savoir que dans le schéma il y a plusieurs paragraphes. Il y a 3 paragraphes principaux qui ne sont pas suivis, qui sont extraits de 3 parachas différentes. Nos maîtres ont compilé le schéma. Il n'en demeure pas moins que la partie du schéma la plus importante est la première partie. Et là elle est suivie dans la Torah. Parashat Ekev, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha, etc. D'accord? Ça, c'est la première partie du schéma, et elle est la plus importante. Mais il n'y a pas que ça. On va y revenir. Il y a également la deuxième partie. Donc, la première partie, c'est l'affirmation de l'unicité de Dieu, Hashem Echad. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. La deuxième partie, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est pas la deuxième partie, c'est la première toujours, mais la suite. Tu aimeras ton Dieu, Bechol Meodecha, avec tout ton cœur, avec tous tes biens, etc. C'est quoi? C'est affirmer l'unicité de Dieu et prendre sur nous ce qu'on appelle Rol Malchut Shamaim, le joug divin. Voilà, ça c'est la première partie du schéma. Rol Malchut Shamaim. La deuxième partie du schéma, c'est Ve'aya im Shamoa Tishmeru, c'est effectivement prendre Rol Mitzvot. Après Rol Malchut Shamaim, le joug divin, accepter la soumission à Dieu. Ensuite, nous avons la soumission au mitzvot. Et c'est dans cet ordre-là et pas dans un autre ordre. D'accord? All mitzvot. Le poids, j'allais dire, le joug des mitzvot, même si ça ne doit pas être un poids, ça ne doit pas être vécu comme un joug, mais comme on le dit, les mitzvot nous ont été donnés pour nous parfaire, pour nous élever. D'accord? Et enfin, et on va le voir, le troisième paragraphe qui parle de la sortie d'Égypte et des tzitzit. Voilà, ça forme ce qu'on appelle, de manière générique, le schéma. Le Kriyat Shema, c'est tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une partie, c'est tout ça. On va le voir en étudiant donc effectivement donc, le texte tout de suite. Alors, la première des questions, à partir du moment où la Torah nous dit qu'on lit le schéma, Beshorvecha ou Kumecha, quand on se couche et quand on se lève, on a compris effectivement que ça veut dire ou véritablement quand on se couche et quand on se lève, ou alors le matin et le soir, ou le soir et le matin. D'accord? Donc quand je dis que la Mishnah Brachot commence par le schéma, parce que c'est la seule bracha, j'allais dire, c'est la seule bénédiction, mais c'est la seule prière, qui, comme on l'a dit, qui est la plus importante, et qu'on est amené à réciter tous les jours. Il n'y a pas de bracha a priori de la Torah, j'entends, puisqu'il n'y a pas d'autres brachot dans la Torah. Toutes les brachot, par définition, ils sont ce qu'on appelle midei rabbanan, institution rabbinique. Mais le Kriyat Shema, c'est une obligation de tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc c'est la seule qu'on est sûr de devoir réciter tous les jours. Donc la plus fréquente, on commence par celle-là. Donc la Mishnah, on avait expliqué aussi la dernière fois que la Mishnah a été compilée par un certain nombre de maîtres et sous la houlette, sous la responsabilité de Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord? Rabbi Yehuda Hanassi, celui qu'on appelle Rabbi. La Mishnah commence par Mehematai Korim et Shema Be'arvit. À partir de quand
on considère qu'on doit réciter le schéma de Arvit du soir. Selon la prescription de la Torah, Be Shorvecha. Shorvecha, on va voir plus tard que ça veut dire le soir. A priori, c'est le soir qu'on se couche. D'accord? Donc, la Mishnah nous dit, mais Matai Korin et Shema de Arvit, à partir de quand on doit réciter le schéma du soir? Quel moment? Le soir, c'est vaste. C'est la tombée de la nuit, c'est avant. Nous savons qu'il y a déjà dans la journée même une période qui s'appelle Safek Yom, Safek Laïla. Nous avons un doute si c'est le jour ou c'est déjà la nuit, d'accord, c'est le crépuscule, après le coucher du soleil. Nous savons que, à bien des égards et sur le plan halachique, le coucher du soleil implique certaines choses. Implique notamment un doute pour savoir si c'est du jour ou si c'est déjà du lendemain. Par exemple, une Brit Mila va être fixée en fonction de l'heure de naissance de l'enfant. Si l'enfant est né en plein jour, alors ce qu'on appelle en plein jour, on est jusqu'à la Shkia, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil, si l'enfant est né le 8e jour, c'est-à-dire 8 jours après, c'est la Brit Mila. Qu'on fait en général dans la journée, et plutôt le matin, selon le principe de Zrizim, Magdimim, la mitzvot. Ceux qui sont zélés pour faire les mitzvot les font très tôt, les font vite. D'accord? Donc, une Brit Mila, l'enfant est né avant ou après. S'il est né après, ça n'aura lieu que le lendemain. C'est comme si un enfant est né dimanche après le coucher du soleil, la Brit Mila n'aura pas lieu dimanche, elle aura lieu lundi. D'accord? Pour le mariage, c'est la même chose. La date, le nombre de jours de Sheva Brachot est toujours le même, sauf que si un mariage est célébré en pleine journée avant le coucher du soleil, eh bien, les Sheva Brachot comptent déjà dans le premier jour. Si la choupa a eu lieu la nuit ou après le coucher du soleil, eh bien, le premier jour sera demain. Donc, ce sera lundi le premier jour des Sheva Brachot. Pour l'enterrement, la mort, c'est exactement la même chose. Puisque c'est la date de l'enterrement qui compte. Donc, un enterrement qui a eu lieu avant le coucher du soleil, le premier jour de l'enterrement, le jour de l'enterrement compte comme premier jour pour les Shiva, pour sortir des 7 jours. D'accord? La semaine dernière, vendredi à 16h, c'était avant le coucher du soleil, il comptait comme premier jour pour les Shiva de madame. D'ailleurs, on peut lui dédier ce cours-là, les Elou Nishmata, les Elou Nishmat, Raphaël Hana, Bat Mazal. Et donc, voilà, pour la bar mitzvah, c'est la même chose. Puisqu'un homme est bar mitzvah à 13 ans révolus, c'est-à-dire à 13 ans et un jour. S'il est né, et on le compte comme ça, s'il est né avant le coucher du soleil, ça sera une date. S'il est né après le coucher du soleil, ce sera le lendemain. D'accord? Donc, Mematai, Korin et Shema Arvit, à partir de quand on lit, on récite, on a l'obligation de lire le schéma du soir, on commence par le soir et non pas par le matin, parce que Vaïere, Vaïboker, comme on l'a lu dans Bereshit il y a quelques semaines, ce fut le soir, ce fut le matin. D'accord? Chez nous, les journées commencent pas le matin, mais commencent la veille au soir. Donc, par exemple, on parlait d'une bar mitzvah. Quelle est la première mitzvah d'un bar mitzvah? Tout le monde dit les téphilines. Non, c'est pas les téphilines, c'est Kriyat Shema, de la veille de sa bar mitzvah. C'est-à-dire, si quelqu'un qui a un garçon qui a sa bar mitzvah demain matin, il a déjà l'obligation de faire le Kriyat Shema de ce soir. Il est déjà adulte religieusement ce soir. Donc la première mitzvah, c'est pas les téphilines. Les téphilines, c'est seulement demain matin. La première mitzvah, c'est le schéma. D'accord? Donc, à partir de quand lit-on le schéma du soir? Et la Mishnah nous dit à partir du moment où les Kohanim, on a parlé tout à l'heure des Kohanim, entrent pour consommer la terouma. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Kohanim se nourrissent de la terouma, de ce qu'on leur apporte, d'accord, des productions diverses. On leur apporte, et les Kohanim n'ont pas de propriété, ils n'ont rien, ils vivent de cadeaux. D'accord? Ils vivent effectivement des offrandes, en général. Un Kohen qui s'est impurifié, normalement le Kohen ne s'impurifie pas, mais si c'est impurifié, il ne peut pas manger sa terouma avant de s'être purifié. Et il est écrit qu'il doit se purifier et attendre le soir pour pouvoir manger la terouma. Donc, c'est la nuit. À la tombée de la nuit, il pouvait manger sa terouma. Donc, le Mishnah nous dit, comme une indication, eh bien, à partir du moment où le Kohen peut manger sa terouma, c'est-à-dire le soir, eh bien,
on peut nous commencer à réciter le schéma. D'accord? Adsof Hashmua Arishona, et la Mishnah nous dit, par contre, il peut le faire, on peut donc réciter le schéma aussi, jusqu'à la fin de la Hashmua Arishona, c'est-à-dire la première partie de la nuit. La nuit est divisée en 3 parties en gros. Une première partie, une deuxième partie, une troisième partie. Si on prend le nombre d'heures de la nuit, eh bien on divise par 3, il y a 3 parties dans la nuit. La première partie, la deuxième, qui est à partir de Hatzot, minuit, et puis après la troisième qui va jusqu'au matin, jusqu'au petit jour. D'accord? Ça, c'est ce que dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit, donc il faut retenir qu'il dit que le schéma, finalement, si on doit retenir, on peut le faire que jusqu'à la première partie de la nuit. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui avant minuit. À partir du moment où il fait noir, mais avant minuit, il faut réciter son schéma. S'il dit ad jusqu'à, ça veut dire qu'on ne peut pas réciter le schéma après. D'accord? On verra que l'enjeu est important. Chachamim omrim, les sages, eux, disent ad hatzot, jusqu'à minuit. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, certains ici le savent, qu'il y a dans la journée ce qu'on appelle sha'ot zmaniot, des heures zmaniot qui dépendent du temps, c'est un fractionnement de la journée. C'est-à-dire que le jour se lève, par exemple, à 6 heures du matin, et imaginons qu'il se couche à 18 heures, c'est le calcul le plus facile, on coupe en deux. Mais ça peut être 7 heures, 19 heures, ou 7 heures, 21 heures, enfin, on divise par 2. D'accord? Quand on a coupé en 2, on obtient midi. Là, en l'occurrence, c'est facile. 6 heures, 18 heures, midi, c'est midi solaire. D'accord? Je rappelle que midi solaire, c'est ce qui compte dans notre rituel, et non pas le midi de la montre. D'accord? Donc, midi s'appelle Chatzot. Et donc, minuit s'appelle Chatzot Laïla. Minuit, c'est donc le minuit solaire, on peut dire. Et 12 heures, c'est midi solaire. Donc, quand Rachamim nous dit un Chatzot, c'est jusqu'à minuit. À partir du moment où on a calculé que c'est ce qu'on appelle Chatzot Halayla, la moitié de la nuit. Chatzot, ça vient du mot Hatzi, qui veut dire la moitié. D'accord? Rabban Gamliel, Omer, Rabban Gamliel, lui, rajoute et il dit non, Amud Hashachar. On peut réciter le schéma, non pas jusqu'à la fin de la première Hashmoura, c'est-à-dire un peu avant minuit, et non pas, comme disent les Chachamim, jusqu'à minuit, pile, mais Ad Shi'ale Amud Hashachar, jusqu'à ce que arrive le jour, mais avant. Avec toute une discussion dans le Talmud pour savoir Ad, qu'est-ce que c'est que Ad? Nous avons un principe, Ad ça veut dire jusqu'à. Mais c'est Ad ve'ad bichlal ou pas Ad ve'ad bichlal? Est-ce que Ad c'est inclus ou c'est juste avant? Si je vous dis vous m'amenez jusqu'à Nantes, est-ce que vous m'amenez jusqu'à la porte de Nantes ou alors jusqu'à l'intérieur de Nantes, hein, par exemple? Donc, il dit Ad shi'ale amud hashachar, et nous savons que c'est jusqu'à ce que le jour se lève. Si le jour s'est levé, on est déjà passé au lendemain. C'est-à-dire que lui considère que tant qu'il fait noir, eh bien, a priori les gens dorment, on a dit Béchor Vera quand tu te couches, et donc tant qu'il fait noir, les mitzvot, on va le voir, du soir peuvent aller jusqu'au lendemain avant qu'il fasse jour. Alors, des mitzvot du soir, il n'y en a pas tant que ça. D'accord? Il n'y en a pas tant que ça du tout. Aujourd'hui, les mitzvot du soir, c'est le Kriyat Shema du soir. C'est éventuellement après Pessah, la mitzvah de l'Homer, la prière du Homer, c'est également une prière du soir. D'accord? Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot de la nuit. Il y en a d'autres, il y a par rapport à Pessah. Les bougies de Hanouka. Alors, les bougies de Hanouka, c'est également une mitzvah du soir, puisqu'on ne peut allumer qu'à partir du moment, alors c'est pas écrit le soir, il y a écrit Mishitichle Regel Minashuk. C'est-à-dire à partir du moment où il y a moins de piétons dehors. Autrefois, il n'y avait pas de lumière. Autrefois, il n'y avait pas toutes les commodités aujourd'hui. Autrefois, il y avait beaucoup de pirates. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a moins de monde dans la rue, eh bien, on peut déjà commencer à allumer. Mais ça veut dire en fait le soir, ça veut dire aussi la nuit, voilà. Mais c'est effectivement une mitzvah du soir. D'accord? Donc, nous avons ici 3 avis concernant non pas l'heure de départ,
même si nous avons dit effectivement à partir de quand, mais nous avons un point de divergence entre trois avis qui parlent jusqu'à quand on peut réciter le schéma. Quel est, eh bien, finalement, donc, le temps du schéma, jusqu'où il s'étend. D'accord? La Mishnah poursuit, nous dit Maaseh, Shebaou Banav, Mibet Amishte. Il est arrivé que les enfants de Rabban Gamliel, dont on vient de parler, sont arrivés tard, Bet Amishte, d'un mariage, d'une fête. D'accord? Ils avaient une fête. Amroulo, et ils ont dit donc à leur père, Lo Karinu et Shema. Nous n'avons pas lu le schéma encore. D'accord? Amar Lahem, il leur a répondu, et c'est ce qu'il a dit, c'était son avis. Imlo ala amoud ashahar, si le jour ne s'est pas levé, Hayavi matem likrot. Vous êtes toujours soumis. C'est pas le temps du schéma qui est passé. Il n'est pas passé. Vous êtes rentré tard, c'est la nuit, vous pouvez très bien faire votre schéma. D'accord? Velozo bilvad. Et il leur a rajouté, on a dit, mais c'est pas uniquement ça que je vous dis. Je vous dis également autre chose. Et là, kolma chez Amrou Chachamim Atratzot, quand les Chachamim ont dit Atratzot jusqu'à minuit, c'est-à-dire la première partie, on va dire, de la nuit, d'accord? Mitzvatan ad she'ale amud hashachar. La mitzvah, on peut le faire, on est quitte de la mitzvah jusqu'à ce que le amud hashachar, jusqu'au lever du jour, avant le lever du jour, jusqu'au lever du jour, avant que le jour se lève, d'accord? La Mishnah poursuit, il nous dit Ekter halavim ve'evarim, le brûlage des graisses interdites et des membres, d'accord? Ekter halavim ve'evarim. Alors, il faut expliquer, certains le savent, qu'il y a le sacrifice quotidien du matin, le sacrifice quotidien de l'après-midi, Shacharit et Mincha, qui correspondent plus ou moins à Shacharit et Mincha. Il y avait 2 sacrifices par jour quotidiens, d'accord? Celui qu'on appelle le Tamid, celui qu'on appelle celui de Ben Arbaïm. Ben Arbaïm, c'est vraiment toute fin d'après-midi. Hein, c'est un peu avant la tombée de la nuit, et c'est pour cela que nous savons que les prières sont aussi en référence au sacrifice qui n'existe plus, et que donc la prière de Mincha, il est bon de la faire plutôt en fin d'après-midi, plutôt, alors qu'on peut la faire à partir de Chatzot, midi solaire, normalement, après midi solaire. Si vous voulez, quand on a dépassé une période du fractionnement de la journée divisé en 12, quand on passe d'une période à l'autre, eh bien, on a terminé avec une période, en passant dans l'autre période, on a déjà les obligations qui suivent. Donc que ce soit Shacharit, Mincha ou Arvit. Donc, il leur dit, donc, toutes les mitzvot du soir, donc, Adalot la Shachar. Donc, on a dit, Ekter Halavim ve'evarim, le brûlage des membres et des graisses, d'accord? Mitzvatan, la mitzvah, on peut le faire parce que c'était brûlé le soir. Le soir, il n'y avait pas de korban, il n'y avait pas de sacrifice, il y avait juste le brûlage des graisses, d'accord? Eh bien, mitzvatan, Hatche'ale Amod HaShachar, on peut le faire également jusqu'à Amod HaShachar, puisque par définition, ce brûlage est une mitzvah de la nuit. C'est un ordre de la nuit. Mugdar ala Mizbeach, Kol Alayla Ad Aboker. Il y a écrit, c'est que toute la nuit jusqu'au matin. Mais pas, il ne faut pas dépasser le matin, après c'est interdit. Donc c'était une mitzvah de la nuit. Imken, alors la Mishnah demande, il dit Lama amur Chachamim an Chatzot. Pourquoi est-ce que les Chachamim nous disent que c'est jusqu'à Chatzot? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on peut faire la mitzvah du Shema jusqu'à Chatzot? Et d'une manière générale, il faut comprendre que donc les mitzvot du soir, c'est jusqu'à Chatzot, c'est jusqu'à minuit. Pourquoi on nous dit jusqu'à Chatzot? Parce que, alors que Rabban Gamliel il nous dit non, on peut aller jusqu'au matin tant qu'il fait noir. Donc pourquoi on nous dit, la Chachamim nous dit à Chatzot? Et la Mishnah répond Kedé le'achri keta adam mina avera, afin d'éloigner l'homme du péché, c'est-à-dire de la transgression. Ça c'est un principe, on en a parlé déjà souvent. Un principe, lorsque les Pirkei Avot nous disent vers Asou Seyag la Torah, établissez une haie de protection autour de la Torah, c'est-à-dire établissez une haie de protection autour de l'application de la Torah, c'est-à-dire autour des mitzvot. Il y a des mitzvot, toutes les mitzvot, il faut les protéger. Qu'est-ce que ça veut dire il faut les protéger? Ne pas en venir, alors plus certaines que d'autres, quand il y a une transgression qui peut survenir. Donc il faut les protéger pour ne pas franchir, pour ne pas transgresser, pour ne pas dépasser. L'exemple qu'on donne par exemple, c'est l'entrée du Shabbat. L'entrée du Shabbat se fait toujours ce qu'on appelle Méberodium, alors qu'il fait encore jour. Mais on n'est pas Shabbat, il fait jour, donc on est vendredi, on est Yom HaShishi, d'accord?
Donc c'est toute une explication, mais toujours est-il qu'on fait rentrer le Shabbat plus tôt pour être sûr. Parce que si on dit, vous savez, bon, c'est la nuit qui fait rentrer Shabbat, en vérité. Dans l'absolu, on aurait pu se le dire, même si ça se discute. Parce que nous avons évidemment cette dimension de Shishi qui est citée, Yom HaShishi. Si c'était... Alors, ça fait référence à Vayichulu Hashamayim Ve'aretz, c'est-à-dire à la fin de l'œuvre créatrice de Dieu. Mais le fait qu'on parle de Yom HaShishi, c'est-à-dire que nous sommes... Il y a quelque chose, sinon ça aurait été que Yom HaShevi'i. Or, le Yom HaShishi existe. Donc, pour protéger le Shabbat et ne pas dire, ok, d'accord, j'ai encore le temps, il ne fait pas encore noir. Mais seulement, on l'a tous vu, parfois on tourne la tête et il fait noir. Et donc, on a dépassé, et puis le Shabbat est rentré, etc. D'accord? Donc, éloigner l'homme de la Avera, donc c'est ça qu'on appelle Seyad. On met une protection pour dire, tu sais, les mitzvot du soir, c'est Shkachatzot. C'est-à-dire, ne te hasarde pas à aller plus loin, tu risques d'oublier. Tu risques là, en l'occurrence, de t'endormir vraiment. Le Kriyat Shema ne pas être fait une fois qu'on s'est endormi, mais avant de s'endormir. C'est au moment où on s'endort. Donc on fait son schéma et on dort. D'accord? Donc, pour éloigner l'homme du péché, nous avons ici une illustration, mais c'est valable dans bien d'autres domaines, eh bien, on fixe jusqu'à Hatzot. Mais, dans l'absolu, les mitzvot du soir, eh bien, on peut les faire tant qu'il fait soir. Maintenant, il y a un autre problème concernant le Kriyat Shema. Que faire de l'injonction quand tu te coucheras? On ne se couche pas n'importe quand. Donc certains vont dire, non, c'est le moment où on se couche. Allez, on va dire, et c'est pour ça que Rachamim disent, jusqu'à Hatzot, on va dire, voilà, il y a quelqu'un qui se couche tard, il va aller jusqu'à minuit. Allez, minuit et Hatzot des comptes à nous. D'accord? Ça peut être 1h du matin, ça peut être 2h du matin, ça dépend. D'accord? Donc, voilà la première Mishnah qui fixe déjà certaines choses. Bien sûr, on n'apporte pas de réponse. Pour l'instant, on n'apporte pas de réponse, on ne tire pas de halakha. On fait de l'étude. Alors, normalement, après cette Mishnah, nous avons la Gemara qui va reprendre et qui va décortiquer tout ce qu'on vient de dire. Qui va revenir un petit peu sur tout, il va y avoir différents avis. Il y en a qui disent non, c'est comme ça qu'il faut comprendre ceci, c'est comme ça qu'il faut cela. Pour l'instant, on s'en tient à la Mishnah. On fera probablement des extraits de Gemara également, de Talmud, sur la Mishnah. Donc, ce qu'il faut retenir en quelques mots, c'est qu'effectivement, on a compris que c'était une mitzvah déjà de la nuit, et d'ailleurs, si on doit dépasser les étapes, parce que normalement on fait Mishnah, Gemara, une fois qu'on a bien épluché tout ça, bien décortiqué, bien développé, après on passe à la halakha. Finalement, la halakha, on l'a tirée, on l'a déduite, voilà, de tout ce qu'on vient de dire, et c'est souvent les avis, on prend ces avis, si vous voulez, de la majorité des personnes, puisqu'on dit que halakha kerabim. Donc, quand une majorité de personnes est d'accord pour dire que c'est comme ça qu'il faut comprendre, on fixe en fonction de cela. D'accord? Mais pour l'instant, on ne tire pas de halakha particulière. Ce que nous savons par contre, c'est que c'est vrai que le Kriyat Shema doit se faire la nuit. D'accord? Et il ne faut pas confondre le Kriyat Shema et la prière du soir. La prière du soir, il est écrit plus tard dans la Mishnah et dans la Gemara de Brachot, que la Gemara d'ailleurs pose la question, en fonction de ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes. On a dit, puisqu'il y avait 2 sacrifices par jour et que les téphilotes, les prières, sont en rapport également avec les sacrifices, donc Shacharit est obligatoire parce qu'il y avait un sacrifice du matin, Mincha est obligatoire parce qu'il y avait un sacrifice de l'après-midi, c'est comme ça que dit la Gemara, mais il n'y avait pas de sacrifice le soir. Et donc la Gemara pose la question, est-ce que Arvit c'est Reshut ou Chova? C'est optionnel, c'est facultatif, ou c'est une obligation? La question a été posée, et la réponse c'est que ça reste Reshut. C'est pas Chova, parce qu'elle ne renvoie pas à un korban qui avait, tout au plus il y avait le brûlage des graisses, mais ce n'est pas un korban. Mais de toute façon, que la prière d'Arvit soit obligatoire ou soit facultative, ça importe peu. D'ailleurs, c'est pour cela qu'à Arvit, il n'y a pas de Chazara. On fait la Chazara le matin, on fait la Chazara à Mincha, et à Arvit, il n'y a pas de Chazara. C'est aussi pour ça. D'accord? C'est une des raisons. Par contre, quand nous, aujourd'hui, nous avons Arvit qui a été, j'allais dire, compilé, arrangé par nos maîtres de l'époque,
ils ont glissé le Kriyat Shema au milieu. Il faut savoir que le Kriyat Shema n'a rien à voir, a priori, avec Arvit. Arvit, c'est la prière du soir, de même que le Kriyat Shema n'a rien à voir avec la prière du matin. On a inclus, et on va venir sur le matin, on a inclus le schéma du matin dans un corpus, dans un ensemble de textes à réciter, mais ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui ne peut pas faire sa prière pour une raison ou pour une autre, il en est empêché, il est en déplacement, et c'est pas l'idéal là où il doit faire son schéma. Que ce soit le schéma du matin, même s'il ne fait pas la tfila, mais que ce soit le schéma du matin, ou que ce soit le schéma de l'Arvit. Dans certaines communautés, quand on fait Arvit dans le prolongement de Mincha, vous avez souvent des synagogues, pour ne pas faire venir les gens 2 fois, on fait Mincha au maximum avant la Shkia, en général un quart d'heure, 20 minutes avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Comme ça, ça nous permet de faire Mincha avant le coucher du soleil, et on peut faire Arvit après le coucher du soleil, selon ce qu'on a dit tout à l'heure en préambule. Après le coucher du soleil, on est déjà, ça fait Yom, ça fait Klaïla. On est jour, on est nuit, on peut faire Arvit. Mais attention, c'est pas parce qu'on a fait Arvit et donc avec le schéma qui est dans le programme de Arvit, qu'on est libre, on est acquitté, du schéma. Il faut refaire le schéma à la maison, à la tombée de la nuit. C'est ça la halakha. D'accord? Parce que le schéma est une mitzvah de la nuit. L'idéal, c'est faire aussi la prière du soir, Arvit, également la nuit. Mais il y a une possibilité, on parle dans le chapitre 4, je crois, possibilité donc de faire avant, eu égard certaines choses qu'on a citées notamment. Donc voilà pour le schéma du soir, à partir de quand et jusqu'où. Donc jusqu'où nous avons 3 avis. La deuxième Mishnah nous dit, mais matai korin et shema beshacharit. Logiquement, nous savons qu'il y est écrit Beshorvecha ou Kumecha, donc on a compris que c'était le soir et le matin. Donc la Mishnah maintenant pose la question, nous dit, mais matai korin et shema beshacharit. À partir de quand est-ce qu'on lit le schéma du matin? C'est quoi le matin? C'est quoi? Alors pour ça, il faudrait rappeler ce que certains d'entre vous savent déjà, en fonction des Sharot Zmaniyot. On a dit que on divise la journée, on la fractionne, en prenant le temps, donc le moment du lever du jour, officiel, même s'il ne fait pas encore jour, mais on sait qu'il fait jour, c'est le chant du coq, en général. C'est pour ça qu'on le remercie le matin. Anoten l'a servi, Bina et Afrit, c'est le réveil naturel. Et puis, donc, on a dit, on prend le jour, le lever du jour, et on prend la tombée de la nuit, qu'on appelle Tset HaKoravim, la sortie des étoiles, la fin du Shabbat. Et on divise par 2. Nous avons déjà divisé par 2, on sait c'est quand que ça se... Voilà. Quand est-ce que ça s'est levé, quand est-ce que ça se couche, et quand est-ce qu'on est à midi solaire. Parce qu'il y a des implications à l'Afrique par rapport à ça. On va voir qu'il y a la première étape, c'est le lever du jour. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle Netzachama, le lever du soleil. Il y a le lever du jour et le lever du soleil. À peu près 1 heure, 1 heure et demie après le lever du jour, normalement on a le lever du soleil. Alors, même si on ne voit pas le soleil, bien sûr, même s'il fait pas beau, si c'est nuageux, mais nous connaissons, nous aujourd'hui, exactement n'importe où, que ce soit à Paris, à Nantes, à Jérusalem ou à Johannesburg, on sait exactement quand est-ce que le soleil, parce qu'il y a des calendriers qui sont d'une logique implacable. En plus, il y a effectivement donc des instruments aujourd'hui sur les applications qui nous les donnent. Il suffit de taper, on n'a même pas besoin de dire où on est, il sait qu'on est à Nantes, il sait qu'on est à Paris, puisque avec la localisation, il le sait. Ça, c'est le génie des applications et des smartphones et tout ça, donc c'est vrai que ça peut quand même rendre des services. D'accord? Donc, nous savons qu'il y a lever du jour, il y a apparition du soleil. Netzachama, en hébreu, ça veut dire bourgeon du soleil. Netz, c'est un bourgeon. D'accord? Ensuite, l'autre étape, si je peux dire, avant Hatzot, c'est la 4e heure. Elle est importante principalement pour le Kriyat Shema. La 4e heure à partir du lever du jour. En fait, c'est la 3e heure et la fin de la 3e heure. Ça, c'est également une étape importante. Et ensuite, nous avons Hatzot. Et on parlera du reste après, quand on parlera de Mincha. Pour l'instant, on s'arrête à Hatzot, à midi solaire. Donc, après Hatzot, il est évident qu'on ne peut plus rien faire des mitzvot du matin. Nous ne sommes plus dans le matin. Nous avons basculé directement, et je dirais sans transition, dans Mincha.
Alors on en parlera, c'est le mincha gdola, mincha ktana, le grand mincha, le petit mincha, celui qu'on peut faire juste quand Hatzot est arrivé, midi solaire, et celui qu'on peut faire ou qu'on doit faire avant la tombée de la nuit, le moment de mincha, en référence notamment, puisque on disait tout à l'heure que les prières étaient en référence des sacrifices, mais pas uniquement, c'est également en référence aux actions de nos ancêtres. D'accord ? Il est écrit Abraham tiken tefilat shacharit. Abraham a instauré la tefila de shacharit. Quand ? Au moment où il s'est levé pour aller sacrifier son fils. À la Hakeda, ce qu'on appelle la ligature d'Israël. On dit que c'est là qu'Abraham a institué la prière du matin. D'accord ? On dit Yitzhak tiken tefilat mincha. Yitzhak a institué la tefila de mincha. Quand ? Et là, on a une indication sur le moment et qui vient corroborer ce qu'on a dit par rapport au korban qui se faisait ben arbaïm, le soir, avant le crépuscule, avant le soir. Et nous avons donc le passage qui nous dit que Yitzhak a institué mincha. Il y a écrit Vaïtse Yitzhak la soir pasadé, le'aet ha'erev. Yitzhak est sorti méditer dans les champs, le'aet ha'erev, un peu avant le soir, le'aet ha'erev. D'accord ? Et enfin, nous avons Yaakov tiken tefilat arvit. Yaakov, lui, a institué la prière de Arvit quand ? Lorsqu'il va faire le rêve de l'échelle et des anges qui montent et qui descendent. C'est donc la paracha de Vayetse que nous lirons dans quelques semaines. D'accord ? C'est là qu'il a écrit Vaïfgar bamakom. Il a impacté, on va dire, dans cet endroit. Le makom, c'est le Beth Amikdash. Et c'est là qu'il a dormi. C'est là que Dieu voulait qu'il dorme. Et il a dormi ici. Et il a institué ici la prière du soir. Donc, je vous disais, donc, fractionnement de la journée. On va voir pourquoi exactement par rapport à Mincha. Donc, on s'arrête pour l'instant à midi. Donc, à partir de quand lit-on le schéma du Shacharit ? Bien sûr, on a dit que lorsque on a terminé la nuit, on a l'aube, on a la journée qui arrive, et donc les mitzvot de fête qui s'imposent à nous le matin ou le jour arrivent. Maintenant, il y a des moments de prédilection. Il y a des moments pour les mitzvot plus que d'autres. Par exemple, d'une manière générale, la prière, ce qu'on entend par la prière, c'est le moment, le paroxysme dans la prière. Il y a des étapes dans la prière, depuis le début de Shacharit et jusqu'à la fin de Shacharit. On monte en puissance, puis après on redescend. D'accord ? Le moment, ce qu'on appelle la prière, c'est l'axe Shema Amida. Le Shema et la Amida qui suit. C'est ça le moment de la prière, et c'est le moment idéal. Le moment idéal, c'est avec l'apparition du soleil. Comme dit Shlomo Amelech, le roi Salomon nous dit Yeraocha im shamesh. Ils te verront, en parlant à Dieu, ils t'imploreront avec le soleil. Donc, avec le soleil, c'est la mitzvah particulière. Il y a des personnes, en Israël notamment, mais même à Paris et ailleurs, qui prient qu'avec le netz. Ce qu'on appelle aller au minyan du netz. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire aller au minyan du netz ? On ne sait pas ce que ça veut dire. Eh bien, au minyan, où on prie au moment où le soleil apparaît, c'est-à-dire au moment, même s'il n'apparaît pas que c'est couvert, mais au moment de l'apparition du soleil, c'est là la véritable tefila, la belle tefila, l'idéal, en tout cas même si on peut le faire avant, à partir du moment où le jour s'est levé, la véritable tefila, c'est quand on arrive au schéma avec l'apparition du soleil, et ensuite avec la Amida. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas la faire avant ou même un petit peu après. Mais c'est le moment idéal. Iraocha im shamesh. Ils te verront avec le soleil. C'est-à-dire, Dieu, Shlomo Amelech, il dit, ils se tourneront vers toi avec le soleil. Je rajoute quand même qu'avec le soleil, ça peut être avec le soleil levant ou avec le soleil couchant. Ça, c'est pour Mincha. C'est pour ça que tout ça vient également confirmer ce que je vous dis depuis tout à l'heure, que le moment idéal pour Mincha, c'est pas au tout début, c'est en fin de journée. En fait, Mincha assure la transition, le relais entre le jour et la nuit. C'est pour ça que c'est une prière extrêmement importante. Et Mincha s'appelle Ait Ratson. À Mincha ici de Shabbat, on dit Va'ani tefilati lecha Adonai Ait Ratson. D'accord ? C'est un moment propice à la prière, c'est un moment, alors Ratson de quoi ? Ratson c'est la volonté, c'est-à-dire un moment propice pour être écouté. D'accord ? À Kippour, on dit un moment, un passage, Vaï ba'alot mincha. Au moment de Mincha, et c'est là qu'Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, a été exaucé. D'accord ? Donc, on revient à Shacharit pour l'instant. Donc, à partir de quand ? La Mishnah nous dit,
on va vous donner une indication. Misheyakir ben Techelet le Lavan. À partir du moment où dans la pénombre, le matin, on peut discerner entre Techelet, le bleu ciel, et le blanc. C'est une belle indication. Entre le bleu ciel, ce qu'on appelle Techelet, et le blanc. C'est-à-dire que vous prenez, il ne faut pas oublier qu'autrefois, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait rien de tout ça. Bon, voilà. Donc s'il fait noir, et qu'il fait vraiment noir, si on veut savoir si le moment de la prière est arrivé, alors une belle indication, c'était les tzitzit. Souvenez-vous, le fil bleu, c'est pas qu'à ça qui sert, mais il peut servir également à ça. Vous avez un fil bleu parmi les fils blancs, hein. Aujourd'hui ça se fait, mais c'est plus exactement le même commandement, parce que ce fil bleu, on l'a plus, même si aujourd'hui il y a des fils bleus qui existent. Le fil bleu venait du sang d'un poisson, un genre de crustacé, qui s'appelle chilazone, le chilazone. Il avait un sang bleu. Bon. C'est intéressant parce que j'avais vu un jour un reportage dans une émission qui parle de la mer, qui s'appelle Thalassa, que tout le monde connaît, où il parlait d'un mollusque, ou d'un poisson, ou d'un crustacé qui avait du sang bleu. Je dis, est-ce que c'est ça le chilazone? Peut-être. Du sang bleu. Donc c'était un fil qui était donc teint avec du sang bleu. La première indication par rapport à ce fil bleu, c'est que le fil bleu nous rappelle la mer bleue, la mer nous rappelle le ciel, puisque c'est le reflet du ciel, le ciel nous rappelle le trône céleste nous rappelle Dieu. Donc c'est pour cela que quand on dit Uritem oto, usrartem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam, vous le verrez et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot. D'accord? Parce que vous allez vous souvenir qu'il y a Dieu, etc. etc. Rashi qui ramène d'autres commentaires par rapport à mitzvah des titites. Pourquoi est-ce que la mitzvah des titites nous rappelle toutes les mitzvot? C'est une mitzvah parmi d'autres. Il n'y a pas d'autres mitzvot qui peuvent nous rappeler d'autres mitzvot, peut-être le Shabbat, peut-être la Kashrut. Non, parce qu'il y a effectivement une gematria, ce qu'on appelle une gematria, c'est-à-dire la valeur numérique des mots. C'est une des manières d'interpréter la Torah, la gematria. D'accord? Valeur numérique des mots, eh bien, tzitzit, c'est 600. Tzadik Yud et Tav, ça fait 600. D'accord? Plus 8 fils, ça fait 608. Plus 5 nœuds, ça fait 613. C'est pas mal, c'est croustillant, c'est pas mal, ça fait sourire. Mais c'est vrai, avec ça, voilà, ça fait 613. Donc, c'est ça, Usrartem et Kol Mitzvot Hashem. Eh ben, il y en a 613. Vous vous souviendrez de toutes les mitzvot d'Hashem, Va'asitem otam, et vous allez les accomplir. Donc, c'est une autre occurrence. Comment? Si c'est 3, 9 et 1, 10, ça fait 1. Oui. D'accord. Donc, la Mishnah nous dit, à partir du moment où on reconnaît entre le bleu azur et le blanc, qui se ressemblent dans la nuit. D'accord. La Mishnah poursuit, et il nous dit donc, Rabbi Eliezer, qui nous dit, non, Ben Techelet l'écartit. Entre le... Il va essayer de complexifier un peu plus, comme ça on est sûr. Il dit non, c'est entre le bleu azur et le vert clair poireau. Quartier, c'est le poireau. C'est pas évident. Entre du vert poireau, vous savez, le poireau, il tire un peu vers le blanc et un peu vers le vert clair. Quoi. Bon, la base est plus foncée. Mais c'est cette partie du poireau, en fait. Et c'est vrai que dans la pénombre, on ne peut pas savoir si c'est du bleu ciel ou c'est du vert clair, ou ce qu'on dirait du vert d'eau. Hein, aujourd'hui, du vert d'eau. D'accord? Bon. Et puis, la Mishnah poursuit, il nous dit Vegomra, par contre, le Kriyat Shema du matin, Vegomra, Adanet Sahama, jusqu'au lever du soleil. Avec toujours la discussion, c'est jusqu'au lever ou jusqu'au avant le lever. Donc à partir du lever on ne peut plus. Quand on dit tu peux venir jusqu'à 18h, c'est jusqu'à 18h ou c'est jusqu'à 18h59? Ah ben 18h il y a écrit 59 ou 00, c'est pas la même chose, mais bon, voilà. D'accord? Donc, en tout cas, la Mishnah nous dit Vegomra, enfin Rabbi Eliezer nous dit Vegomra Adanet Sahama. Voilà quand est-ce qu'elle commence, la lecture du schéma, lorsqu'on peut discerner entre ces deux couleurs, bleu ou vert, et par contre, on peut la poursuivre jusqu'à Netzachama, jusqu'au lever du soleil. Après le lever du soleil, on ne peut plus la faire a priori. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a écrit Ubkumecha, quand tu te lèves.
Jusqu'à quand tu vas te lever? Tu vas pas te lever. On se lève, la Mishnah va développer. Mais jusqu'à quand? C'est quand qu'on se lève? C'est quand que. Bon, on a dit c'est quand qu'on se couche, alors on va dire à peu près il y a des couches tard. Bon, et c'est quand qu'on se lève? On se lève, voilà. Le soleil, c'est le. Alors bon, en Israël, le soleil se lève à 4h en été, 4h, 4h30. Donc il y a encore des gens qui continuent de dormir, mais il faut avoir les trissimes, il faut avoir les volets, parce que sinon c'est impossible, parce que c'est éclatant. J'ai vu, moi, vers 4h30 par là, un soleil, il est 4h30. Bon, c'est une autre vie là-bas. Donc, jusqu'au lever du soleil, parce qu'après, on ne serait plus dans Obkumecha. Ça y est, on s'est levé, et puis après, on ne sait plus quand on se lève. Après, c'est quand on flâne. Mais on ne parle pas de ceux qui flânent ou qui dorment jusqu'à midi, voire plus. Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua, il rajoute, nous dit non. Had shalosh shaot. Et la halakha vient en vérité d'ici. Had shalosh shaot. Rabbi Yeshua nous dit non. On peut lire, tout à l'heure je parlais du fractionnement de la journée, de la matinée, on peut lire le schéma jusqu'à la 3e heure. La 3e heure de quoi? À partir du lever du jour. Le jour se levait à 6 heures, on peut lire le schéma jusqu'à 9 heures, par exemple. Après, pourquoi? Eh bien, la Mishnah va nous le dire après, parce que chez Kenderech Bene Melachim, la Amod Beshalosh Shaot. Parce que nous sommes les enfants de rois, et que les enfants de rois, les princes, ont un réveil échelonné qui s'étend sur 3 heures. On prend notre temps, nous sommes des rois. D'accord? Donc on prend notre temps, et la moyenne c'est ça. C'est statistique, quoi. C'est une moyenne jusqu'à 3 heures. Après 3 heures, après le lever du jour, ça ne s'appelle plus se lever. Après, s'il veut rester jusqu'à 4 heures l'après-midi, c'est son problème. Mais se lever, allez, on va dire que c'est une tranche. En gros, sur 3 heures, on peut se lever entre les leftos et les leftas. D'accord? Donc, voilà. Chez Kenderer Ben Melachim, la Hamod Beshalosh Shao. La Mishnah poursuit nous dit Hakore Mikan Vaelach Lo Ifsid. Maintenant, quelqu'un qui a lu après ça. Alors, quand on parle de Shalosh Shaot, il faut expliquer, et là aussi, on est obligé de reprendre le principe de Ad Birklal ou pas. Est-ce que c'est jusqu'à 3 heures? Le jour se lève à pile à 6 heures, à 9 heures pile, on ne peut plus faire le schéma. Ça, c'est un problème qui existe jusqu'aujourd'hui. Sauf Zman Kriyat Shema, avec différents avis. Quelle est la fin du Zman, du temps de Kriyat Shema? Aujourd'hui, dans toutes les communautés, on doit effectivement veiller à quelle est la fin du temps du Kriyat Shema. Il faut qu'on fasse attention ici, parfois le Shabbat, parce qu'on commence la tefila à 9h30, souvent le jour se lever déjà plus tôt, donc il faudrait rappeler, c'est mon travail, que de le dire, attention, il faut faire le Kriyat Shema, parce qu'en arrivant à Ishtabar Kriyat Shema, le temps sera passé. Aujourd'hui, la halakha, je fais vite, je saute toutes les discussions, la halakha c'est quoi? C'est Ad Bichlal. Donc c'est jusqu'à 3 heures, mais 3 heures inclus, ça veut dire jusqu'à 3h59. En fait, en gros, c'est jusqu'à avant la 4e heure. Et aujourd'hui, c'est la halakha. Le jour se lève à 6 heures, vous pouvez faire votre schéma jusqu'à 10 heures. D'accord? Donc, Akore Mikan Vaelach. Maintenant, quelqu'un qui lit le schéma à partir de là. Il a dépassé le temps, d'accord, réglementaire, et il fait quand même son schéma. Est-ce qu'il a fait ou est-ce qu'il n'a pas fait? La Mishnah nous dit Lo Ifsid. Il n'a pas tout perdu, ça veut dire qu'il a perdu quelque chose. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait son Kriyat Shema parce qu'il a fait cette fila plus tard, pour une raison X ou Y, il n'a pas accompli la mitzvah du schéma, mais lo ifsid, il n'a pas tout perdu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas tout perdu? Il n'a pas perdu, il a perdu certes la mitzvah du schéma, mais il n'a pas perdu, il a lu. La Mishnah nous dit Ke Adam Akore Batora, comme quelqu'un qui a ouvert un chumash et qui lit dans la Torah, puisqu'on a dit que le Kriyat Shema est un passage de la Torah. Donc il a lu, bon, tu n'as pas fait la mitzvah, ce pourquoi tu devais lire le schéma, parce que c'est un commandement de la Torah, tu as lu la Torah. Donc tu n'as pas tout perdu, mais tant pis, tu as raté aujourd'hui le schéma, rattrape-toi demain. D'accord? Rabbeinu Martenora, le commentateur, et d'autres disent qu'il n'a pas tout perdu, c'est-à-dire qu'il fait quand même les brachot avant. On le verra après dans la Mishnah, et nous le savons, on peut le vérifier, il y a des brachot avant le schéma et des brachot après le schéma. Le schéma est entouré de brachot. D'accord? Le matin, nous avons Baruch Ata Hashem, donc Yotzer Amerot, dans l'Ael Baruch, et nous avons Baruch Ata Hashem, Habocher Be'amo Israël Be'ava, Shema.
D'accord? 2 brachot avant et une bracha après, c'est Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, c'est celle qui vient après, et on enchaîne avec la Hamida. Le soir, c'est la même chose. Nous avons Baruch Ata Hashem Ma'ariv Aravim, Baruch Ata Hashem Ohev et Amo Israël, Shema. D'accord? Et après, nous avons Ga'al Israël du soir. Donc, certains vont dire, il n'a pas tout perdu, c'est-à-dire que le Shema, c'est sûr qu'il a perdu d'après tout le monde. Le temps est passé, le temps est passé. Il y a écrit Ubkumecha, on ne se lève pas à n'importe quel moment de la journée, on parle de l'heure approximative, ou en tout cas courante, donc de lever des gens, de réveil des gens. Et donc, la Mishnah nous dit, il faut comprendre l'Oifsid, ou alors il lit comme quelqu'un qui a lu dans la Torah. C'est une mitzvah de lire la Torah. Vous ouvrez un chumash, vous lisez. Ou alors, l'Oifsid, il n'a pas perdu au moins les berachot d'avant, il peut les faire, c'est-à-dire qu'il peut faire la prière. Et la halakha, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir raté le schéma, tant pis si on ne l'a pas fait, on a perdu le schéma du jour, il ne faut pas le perdre demain, mais on peut continuer encore, selon certains avis, la prière du matin. C'est pour ça que je fais le distinguo entre, je vous parlais tout à l'heure de la 4e heure, qui sert essentiellement pour le schéma, que pour le schéma, et Hatzot, qui peut servir également pour le seuil, l'heure limite, butoir, pour la prière du matin. D'accord? On peut aller éventuellement à Mishra, même si c'est pas bien, parce que la prière se fait tôt, mais on peut aller éventuellement, jusqu'à Hatzot, avant Hatzot, toujours. D'accord? Après, on n'est plus le matin. Donc, c'est même pas la peine d'appeler cette prière Shacharit, ça s'appelle autre chose. D'accord? C'est pas Shacharit, c'est une prière. Et, selon certains, ce n'est pas bon, parce que c'est un risque de brachot, de batala, des bénédictions en vain. Or, nous avons un principe, safek brachot leakel, donc ça fait beaucoup de discussions. Quand on a un safek de brachot, on en parlera plus tard dans la Mishnah, quand on a un doute sur les brachot, il ne faut pas faire. C'est pas, il dit, je fais, puis on verra. On ne fait pas. C'est un des 10 commandements de la Torah. Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Une bracha pour rien, non, on ne fait pas. Il y a de choses vraiment pas belles qui sont dites par rapport à celui qui dit une bracha en vain. On ne fait pas de bracha en vain. Selon le principe de Shev Ve'al Tarasé. Il y a un principe talmudique, quand tu ne sais pas trop, Shev Ve'al Tarasé. Assieds-toi et ne fais pas. N'aggrave pas ton cas. Tu n'as pas fait, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé non plus de faire des brachot en vain. Tu n'as pas fait, c'est pas grave. En cas de doute, abstiens-toi. En cas de doute, abstiens-toi, c'est même là. Abstiens-toi, ne fais pas. Au lieu d'essayer de chercher des stratagèmes pour essayer de dire, moi je vais quand même faire, fais pas trop le malin. Bon, voilà, tu as loupé, ne fais pas, ne te hasarde pas à faire toute une série de bénédictions qui sont pour rien. Donc ça c'est aussi, ça fait l'objet de discussions dans le Talmud pour savoir est-ce que oui quand même il faut s'acharner à faire la prière, ou alors si c'est passé, et désormais ça serait des berachot levatala, des bénédictions en vain, et c'est pas bon du tout. On a fait donc une étude de 2 Mishnayot, on a planté le décor pour l'instant, mais on continuera la prochaine fois avec des développements intéressants concernant notamment la position. Non, parce que si on doit lire à la lettre, on a dit que Beshofecha ou Kumecha, quand tu te couches et quand tu te lèves, eh bien, ça veut dire le matin et le soir. Mais certains, comme Bet Shammai, vont dire non, ça ne veut pas dire uniquement ça. Ça veut dire quand tu te couches, position couchée, et Kumecha, position debout. Et donc certains vont dire, peut-être qu'il faut faire debout, il y a écrit Kumecha, et peut-être qu'il faut faire coucher, il y a écrit Beshofecha. Ça fait l'objet de discussions de Bet Shammai et Bet Hillel par rapport à ça notamment, et bien d'autres choses encore. S'il y a des questions. Alors on ne parle pas d'halakha, pour l'instant on n'est que dans l'étude. Moi je vous donne un petit peu quelques éléments, parce que c'est bon effectivement de douter de la halakha, ce qu'on appelle halakha les ma'aseh, comment on applique la halakha, mais là on n'est que dans l'étude, et c'est les bribes d'étude, c'est le béaba de l'étude, puisque la véritable étude, c'est après la Mishnah, c'est-à-dire les développements talmudiques. Juste une précision, quand vous dites la prière, c'est la Hamida. Oui, ce qu'on appelle tefila dans le texte, dans le Talmud, c'est la Hamida. La Hamida est le cœur de la tefila. Le reste avant, c'est l'apéritif. D'accord ? C'est vraiment le début, ça prépare. Le cœur de la Hamida, le cœur de la tefila, c'est le schéma obligatoire, et la tefila. Quand on parle de tefila, c'est pas le terme générique aujourd'hui qui veut dire toute la prière, c'est la Hamida. C'est le point d'ordre.
Après la Hamida, on redescend. C'est vraiment pyramidal. On monte en puissance. On arrive à Ishtabar, à Yotzer, avec après des sphères, ce qu'on appelle Olam HaYetzira, Yotzer HaMeorot, Dieu qui a créé. On monte, on arrive au schéma, on affirme l'unicité de Dieu. On monte encore un tout petit peu, on arrive à la Hamida, rendez-vous privilégié avec Dieu. Rendez-vous privé avec Dieu. À voix basse, il n'y a pas besoin de prononcer, alors que le Kriyat Shema, on va le voir, il faut le prononcer, ce qu'on appelle Mashmiyar le Ozno, faire écouter à ses oreilles. La Hamida, c'est complètement privé. Dieu n'a pas besoin d'écouter à des oreilles. On peut lui parler, comme on l'apprend dans Brachot également, beaucoup de choses de la Hamida, notamment le Hanna, la mère du prophète Shmuel, écrit Rak Siftotea Naot. Seulement ses lèvres bougeaient, quand elle priait pour avoir un enfant. On y reviendra, tout ça est dans Brachot notamment. Merci. Voilà. Merci.